Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Télévision ce mercredi 13 juillet. Quelques jours après les résultats du baccalauréat 2016, 41 élèves méritants ont été sélectionnés par la région Guadeloupe pour recevoir une récompense particulière des élèves de lycées généraux, professionnels et technologiques, du public mais également du privé, qui étaient réunis hier soir dans la salle des congrès des arts vivants du Mémorial Act à Pointe-à-Pitre. Des lauréats qui ont reçu chacun une récompense régionale de 1 500 € pour les aider dans la suite de leurs études universitaires. Cécile Allègre nous en dit plus. Les tenues de gala étaient de sortie au Mémorial Act pour la remise des prix aux bacheliers méritants. Le bac en poche, ces jeunes, accompagnés par leurs parents, affichaient un large sourire. La région a en effet décidé de féliciter certains diplômés en fonction de leurs résultats au bac, de leur progression, de leur comportement et de leur contexte familial. La fierté de ces néo-bacheliers était particulièrement visible. Oui, je suis très fière parce que j'ai beaucoup travaillé pour être à ce niveau aujourd'hui. Et toute ma famille est très contente, donc je suis très contente aussi. Je suis heureuse d'être ici, de voir tous ces autres étudiants avec moi en train d'attendre notre récompense pour le travail qu'on a fourni. C'est une fierté, surtout de pouvoir représenter mon lycée. Surtout qu'il y a beaucoup de dire sur mon lycée, comme je suis au lycée Bertin Jules Miller ou La Montagne. Ça permet de pouvoir donner une bonne appréciation de mon lycée. Je suis fier déjà, mais je suis aussi surpris qu'on m'ait invité. Je ne m'y attendais pas, mais ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Et puis aussi, voilà, quoi, c'est bien, mes parents sont contents, ma famille aussi. Donc c'est que du positif. La joie des parents était parfois encore plus visible que celle de leurs enfants. Je suis très heureux, fier. Voilà, c'est vraiment une satisfaction. Je suis très fier, très fier. Je suis contente. Pour moi, effectivement, le parcours est mérité. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. Donc je l'ai beaucoup soutenu, conseillé, voilà. Puisque bon, il faut être quand même derrière son gamin. Le diplôme en poche, les futurs étudiants se projettent. BTS, IUT, licence, les choix sont déjà faits et les départs s'organisent. La majorité d'entre eux quittera en effet la Guadeloupe au mois d'août pour rejoindre la métropole. À la rentrée prochaine, je compte faire un DUT en génie biologique, option diététique à Créteil. J'ai fait une remise à niveau en scientifique. Et puis après, si ça se passe bien, je vais aller en PACES. C'est une année de médecine afin de devenir sage-femme. Je me suis vraiment spécialisée dans un domaine. Ma filière qui est technicienne du bâtiment, assistante d'architecture pour devenir architecte. Donc j'ai demandé l'école supérieure d'architecture à Lyon. De faire un BTS électrotechnique en France. Et puis pourquoi pas, si j'ai mon BTS électrotechnique, aller en école d'ingénieur pour finir ingénieur en électricité. Pour remettre ces prix, l'Assemblée a accueilli le président du conseil régional. La région a en effet décidé de s'engager pour aider ces jeunes à se réaliser et à revenir une fois leurs études terminées. Ce sont les bacheliers les plus méritants. Vous savez, après une année scolaire, quand vous réussissez à cet examen, vous êtes content, vous voyez la ferveur qui règne dans toute la Guadeloupe. Donc ces jeunes, ce sera un peu le discours que nous allons sortir ce soir, les inciter à aller plus loin, les inciter à pratiquer les langues et que la région sera à leur côté pour pouvoir les accompagner. Permettre aussi à ces jeunes de revenir, donc pouvoir vraiment les guider, les accompagner, vraiment les soutenir. De nouveaux horizons s'ouvrent pour ces nouveaux bacheliers qui souhaitent faire honneur à leurs parents, mais aussi à leur territoire d'origine. Début juillet 2015, la première brigade verte pour la lutte contre la prolifération des algues sargasses voyait le jour dans le Nord-Basse-Terre. 12 jeunes étaient recrutés pour constituer cette équipe chargée de débarrasser les plages des 6 communes de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre de ces algues brunes nocives. Une année plus tard, le dispositif mis en place avec le concours de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, est toujours actif. Reportage sur la plage de Sainte-Claire à Goyave avec Muriel Barlagne. La brigade verte de Goyave prend son service à 7 h tous les matins sur la plage de Sainte-Claire. Quand il y a des sargasses, l'un des premiers réflexes consiste à sortir ce petit appareil pour prendre des mesures. Je
contrôle le taux de H2S pour voir si on peut travailler. Normalement, s'il y a trop de sargasses, si ça dégage le gaz toxique, là on est obligé de contrôler pour voir. Si ça dépasse les 10 ppl, là on ne doit pas travailler. Aujourd'hui, le niveau de H2S, ce gaz libéré par les algues brunes, est bon. Les agents n'ont pas à attendre qu'elles aient fini de se décomposer pour les ramasser. Le processus est bien rodé, chacun sa tâche. Certains amassent, d'autres ramassent. On fait des petites piles de sargasses, tout ça, et on les met dans la boîte, tout ça, et on fait des grosses piles après. Et ensuite, ça va dans une benne, quoi. Ils sont 8 à traiter ainsi les sargasses. Ces temps-ci, il y en a moins sur les côtes de la commune. En 2015, c'était la crise. Une véritable catastrophe, avec des amas d'algues qui pouvaient atteindre 2 mètres. L'invasion de sargasses perturbait fortement la saison touristique, mais aussi la ponte des tortues. La municipalité a cherché des solutions, notamment l'essai d'engins mécaniques. Mais en plus de coûter 10 à 15 000 euros par mois, cela détériorait le littoral. Ferdi Louisi, le maire de la commune, a alors alerté le ministère de l'écologie. C'est ainsi qu'une brigade verte a pu être constituée dans le cadre d'un accord entre l'État, l'ADEME, Pôle emploi et la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre. C'est l'une des premières du département mise en place il y a 1 an, et pour la plage de Sainte-Claire, c'était la solution idéale. C'est un bilan positif d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, puisque nous avons pu créer autour de cela des emplois. Et puis deuxièmement, en termes de valorisation énergétique, il faut savoir que ces algues sargasses sont dirigées vers le site Cita de l'Espérance à Sainte-Rose et rentrent dans un processus de production de biogaz qui servira à terme à la production d'électricité propre. D'une longueur d'1,5 km, cette plage fait à nouveau bonne figure. La brigade verte est aux petits soins. Ses agents ont signé des contrats d'une durée d'1 an, renouvelables pendant 3 ans. Mais vu l'efficacité et la pertinence de ce dispositif, le maire souhaiterait voir ces postes pérennisés. Le président du Centre Antilles-Guyane de l'Institut national de recherche agronomique était l'invité de notre journal. Hier soir, Harry Osier-Lafontaine était venu parler du 52e congrès de la Société caribéenne de culture vivrière qui se déroule jusqu'à samedi au Gosier. Un rendez-vous qui accueille plusieurs centaines de congressistes venus des pays de la Caraïbe, mais également de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et des États-Unis. Au cours de l'entretien qu'il nous a accordé, Harry Osier-Lafontaine est revenu sur la nécessité de développer des pratiques culturelles plus respectueuses. Je vous propose un extrait de cette interview. Et lorsqu'on a vécu ce qu'on a appelé la crise de la chlordécone, donc c'est quelque chose qui est frais dans nos esprits avec la Martinique et la Guadeloupe en tout cas, on se dit que plus jamais ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut trouver des alternatives pour produire de manière plus propre, de manière plus respectueuse de l'environnement. Alors c'est ça la fonction de l'agroécologie qui veut réunir en fait les principes de production agricole avec les principes qui utilisent les processus de l'écologie, c'est-à-dire produire en utilisant le moins possible de pesticides ou d'intrants de synthèse et en les substituant par des processus écologiques. Alors, quand je dis processus écologique, ça veut dire, par exemple, conduire des cultures multiples, par exemple, des cultures associées, des cultures qui se complémentent entre elles. Il y a des légumineuses, par exemple, qui fixent l'azote atmosphérique de l'air, donc qui enrichissent le sol. Il y a des plantes qui ont des propriétés, phytosanitaires, c'est-à-dire qui peuvent combattre certains parasites, etc., etc. Donc, il y a des plantes qui fixent le carbone. Ça, c'est très important aussi, les légumineuses, les arbres. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et donc réduire l'impact de l'agriculture sur le changement climatique. C'est toutes ces choses-là que nous essayons de mettre en valeur dans l'agroécologie. Depuis le 27 juin, des agents de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe sont en grève pour dénoncer le nouvel accord d'intéressement que veut leur imposer la direction de la Banque verte et qui remettra en cause la surrémunération de 40% des futurs employés de la société.
Après avoir tenté hier de mobiliser leurs homologues d'autres établissements bancaires de l'archipel, les grévistes du Crédit Agricole étaient dans les rues de Pointe-à-Pitre aujourd'hui avec les mêmes revendications. Je vous propose d'écouter deux des employés grévistes qui défilaient ce matin. Ils sont face à la caméra d'Anne-Elisabeth Arcel. Il faut savoir que c'est un acquis social et qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui une direction puisse s'attaquer à des acquis, je dirais même à des droits sociaux. La richesse de toute entreprise est faite avec les salariés. Ce sont les salariés qui permettent aux entreprises aujourd'hui d'être cotées, d'être des multinationales et d'avoir un pouvoir. Donc nous ne pouvons pas concevoir que le pouvoir d'achat du Guadeloupéen soit aujourd'hui attaqué. C'est pour défendre acquis en nous, mais c'est pour défendre aussi les conditions de travail. De toute manière, ces clients-là, ils sont vrais tous les jours. Là, ils ont fait demander rendez-vous, nombre de jours qu'elle nous prend pour nous répondre, parce que nous avons un manque d'effectifs qui est flagrant. Nous avons des conditions de travail qui sont très raides. Nous avons fait des heures supplémentaires. Direction là, je dis là, pas qu'à embaucher CDD, mais il y a passé par un contrat d'intérim. Ça qui a posé nous le problème. Il faut savoir, nous savons que les clients sont très dérangés, mais il faut comprendre aussi que nous avons gommé non seulement pour acquis en nous, mais pour conditions de travail en nous améliorer, pour nous payer les services là qu'ils méritent là, et services là qu'ils ont payé là. Sans plus attendre, place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons au Venezuela, où l'ouverture ponctuelle de la frontière avec la Colombie voisine a attiré des milliers de Vénézuéliens. Au Brésil, c'est la question de la sécurité qui inquiète, ou plutôt la tendance à la gâchette facile des policiers de Rio. Nous irons également à Cuba, où 2 détenus de Guantanamo ont été transférés en Serbie. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Des milliers de Vénézuéliens ont passé la frontière, officiellement fermée depuis 11 mois, pour aller se ravitailler en Colombie. Le passage entre la ville de San Antonio de Táchira, à l'ouest du Venezuela, et celle de Cúcuta, dans le département colombien du Norte de Santander, a été ouvert pendant une douzaine d'heures. Les images de la foule traversant au pas de charge le pont Simón Bolívar, qui sépare les deux villes, en dit long sur la situation économique au Venezuela. Les supermarchés de la ville de Cúcuta ont été submergés de consommateurs avides et émerveillés. Les pharmacies ont été prises d'assaut par des patients inquiets. Les autorités colombiennes estiment à 35 000 le nombre de Vénézuéliens qui ont traversé le pont Simón Bolívar et ne cachent pas leur crainte de voir arriver en Colombie des vagues de réfugiés si la situation empire au Venezuela. Le président de la Chambre de commerce de Cúcuta, Carlos Luna, partage cette crainte et appelle de ses vœux un plan d'urgence. Au Venezuela, d'aucuns soupçonnent le gouverneur Vielma Mora d'avoir en fait ouvert la frontière pour forcer la main du président du Venezuela, Nicolás Maduro, et le contraindre à négocier. Au Brésil, à moins d'un mois du début des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, les forces de sécurité font pire que les États-Unis. Chaque jour, les policiers de cette mégapole de 6,1 millions d'habitants abattent en moyenne 2 personnes présumées délinquantes. Le bilan de l'année 2015 est éloquent. Avec un taux d'homicide commis par la police locale de 3,9 pour 100 000 personnes, les forces de l'ordre brésiliennes se montrent 10 fois plus violentes que leurs homologues nord-américaines. Le rapport de l'association Human Rights Watch, publié le 7 juillet dernier, revient sur la multiplication des bavures dans la ville, où la police mène de véritables opérations de guerre dans les bidonvilles qui encerclent les quartiers riches. Dans ce document de 117 pages, on lit ainsi que la police locale a tué plus de 8000 personnes dans la dernière décennie. Officiellement, les autorités brésiliennes assurent que les policiers ne font que répliquer en état de légitime défense, mais dans la plupart des dossiers étudiés par l'ONG, cette affirmation semble fausse. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux témoignent, par ailleurs, du fait que la police engage souvent le feu sans sommation contre de simples passants, quitte à maquiller ces exécutions extrajudiciaires, notamment en plaçant des armes sur les suspects ou en retirant les victimes des scènes de crime. 2 détenus de la prison américaine de Guantanamo, l'un de nationalité tadjik et l'autre de nationalité yéménite, ont été transférés en Serbie. Les Américains les soupçonnent d'avoir été membres d'Al-Qaïda et d'avoir eu connaissance du projet d'attentat du 11 septembre 2001, selon la base de données du New York Times sur les détenus de Guantanamo. Ils avaient été capturés en Afghanistan fin novembre 2001. Dans un communiqué, les États-Unis remercient la République de Serbie
d'avoir proposé cet accueil humanitaire, soulignant que la Serbie rejoint ainsi les 30 autres pays qui ont accueilli depuis 2009 des détenus de Guantanamo. À l'issue de ce double transfert, il reste 76 détenus à Guantanamo, dont 26 déclarés transférables par l'administration américaine et qui sont en attente d'un pays d'accueil. Le président américain Barack Obama avait promis de fermer le camp de prisonniers de l'île cubaine. Mais tenir cet engagement paraît désormais irréalisable avant la fin de son mandat en janvier. La trentaine de canots de la flotte du Tour de Guadeloupe en canot à voile traditionnel a pris le départ ce matin de la plage de Roseau à Capesterre-Belle-Eau pour la 4e étape de cette course qui en a sa 15e édition. Étape particulièrement difficile aujourd'hui, étape de montagne comme aiment à le dire les patrons de la flotte, car aujourd'hui il faut passer le canal des Saintes pour arriver à l'anse du Fond-Curé. Au départ, ce matin, c'est Rafale 2 barré par Guillaume Aubert qui tenait la tête du classement général devant l'équipage de Claude Tellier et celui de Karl Chipotel. Le champion en titre arrivé 19e hier est descendu à la 5e place. Hier donc, c'est la commune de Capesterre-Belle-Eau qui accueillait l'arrivée de la 3e étape de ce TGVT, une commune d'arrivée qui devait organiser la réception du public et des matelots en plein mouvement de grève d'une partie des agents de la collectivité. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. TGVT Acte 3. C'est la ville de Capesterre-Belle-Eau qui a accueilli la flotte du Tour de Guadeloupe en voile traditionnel pour cette nouvelle étape au départ de Gourbert. Une arrivée qui aurait pu être compromise par le conflit opposant la municipalité et ses agents. La ville a donc dû s'adapter pour l'occasion. Nous voulons maintenir la tradition. Donc c'est toute une organisation bien spécifique, surtout dans le contexte actuel où tout le monde connaît la situation de Capesterre-Belle-Eau. Donc nous avons mis les petits plats dans les grands pour que le TGVT, tout le monde soit satisfait, que ce soit au niveau organisationnel, que ce soit au niveau population, que ce soit au niveau des sportifs. Et je crois que c'est d'ores et déjà réussi, puisque voyant comment la plage, tout est bien aménagé, au niveau sécurité, tout est bien préparé, au niveau organisationnel, tout est en place. Bien sûr, nous avons la police municipale, nous avons des agents sur le terrain. Nous avons dû aussi, compte tenu du contexte, faire travailler d'autres sociétés privées. Nous étions obligés. Mais donc tout est en place. En collaboration avec la ville, le comité d'organisation du TGVT finalise l'installation des équipements pour l'arrivée de la course. Eh bien, quand on arrive, on est en rapport avec les délégués de la ville qui gèrent les emplacements où on doit mettre le village, où on doit mettre le parking, etc. Bon, et il faut aussi que la commune nous donne l'autorisation des 300 mètres et qu'elle gère. Bon, donc il y a plusieurs réunions que nous devons faire avec eux. Installation du podium, des barrières Vauban et de l'espace restauration, raccordement électrique pour le village, sans oublier les bruits d'arrivée à gonfler puis à déposer en mer. L'arrivée d'une étape du TGVT mobilise une centaine de personnes qui s'assurent que tout est en place pour que cette manifestation sportive et traditionnelle se déroule parfaitement, aussi bien sur terre que sur l'eau. Sport toujours, mais retournons sur terre cette fois pour parler de cyclisme sur piste. Loïc Corval qui pleure et Frédéric Paul-Joseph qui rit. Le jeune Guadeloupéen est monté sur la 2e marche du podium au championnat de France junior de vitesse sur piste qui se disputait à Hyères dans le sud-est de la France. Le pensionnaire de la JCA, la jeunesse sport cycliste des Abîmes, est le premier Guadeloupéen formé au vélodrome de Bémao à atteindre ce niveau. Frédéric Paul-Joseph, qui vient d'avoir son bac, devrait intégrer l'INSEP. Cyclisme toujours, mais cette fois, nous parlons de la 5e étape du Tour cycliste international de Martinique qui se court entre Sainte-Marie et Trinité. Une centaine de kilomètres jonchés de bosses avant une arrivée face à la mairie de cette belle commune balnéaire du Nord-Atlantique. Au terme de l'étape d'hier, c'est Kéran Barolin de la sélection de Guadeloupe qui l'emportait. Boris Karen, son coéquipier, terminé à la 4e place. Karen
qui ce matin est parti à la 5e place du général au départ de Sainte-Marie à 4 minutes 35 du maillot jaune, Ronald González Escalante. L'arrivée de cette 5e étape est prévue dans les prochaines minutes. Parlons cette fois de culture. La 29e édition du Festival Groka Sainte-Anne se déroule jusqu'à demain. Aujourd'hui se déroule la 2e journée d'un séminaire sur le thème Groka, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Un rendez-vous initié par le Centre Réprise, présidé par Félix Cotellan, pour faire le point sur les nouveaux enjeux et les problématiques de territoire dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'enseignement, après l'inscription du Groka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Plus qu'une simple pratique musicale, le Groka est un élément de l'histoire de la Guadeloupe, un marqueur social et identitaire, mais point de Groka sans l'instrument qui en est à la base, le ka. La Guadeloupe compte une quarantaine de fabricants de ka, parmi lesquels Claudius Barbin, un militant culturel que Muriel Barlagne nous présente. Claudius Barbin est un manuel. Quand il se met à l'artisanat, c'est d'abord pour travailler la calebasse. Puis il se met à fabriquer de l'huile de coco et des sandales en cuir, mais il lui faut plus. Il est à la recherche de ce qui fait l'âme du pays. Sa quête spirituelle et identitaire le mène tout naturellement au ka. En 1994, il apprend à concevoir ce qui pour lui est le symbole le plus représentatif de la Guadeloupe. J'ai commencé, comme de l'histoire, c'est que j'ai commencé à travailler le bois fouillé justement, en ayant comme, je dirais, comme maître d'art, on va dire ainsi, et monsieur c'est Georges Aurel qui m'a un peu partagé sa méthode de bois fouillé avec moi. Et après quoi j'ai eu l'expérience avec monsieur Tel Alex qui est de Petit Canal et qui a aussi partagé sa méthode de tonneau. Alors en fait je pourrais dire que je maîtrise les deux techniques, mais j'ai fait un choix, pas de facilité mais aussi de matériaux et d'outils que de travailler le tonneau. En 1997, Claudius Barbin crée son entreprise, Gosiéao, devenue une marque. Petit à petit, il se fait un nom alors que l'engouement pour le tambour local va en grandissant. Entre sa production propre et les commandes, il fabrique aujourd'hui une moyenne de 7 à 8 cas par mois. Il lui faut 2 jours et demi pour terminer un tambour. Les commandes sont prioritaires. Le public il est large. Alors j'ai effectivement des particuliers, des touristes, des résidents, des musiciens, des écoles, des institutions aussi. Et bien sûr, mis à part cela, j'ai d'autres endroits où je fais des interventions avec des personnes à mobilité réduite et des populations en difficulté. Je sors de mon atelier pour simplement partager mon savoir-faire avec ces publics-là. Avec sa démocratisation et sa reconnaissance comme un élément clé de la culture guadeloupéenne, l'instrument a de beaux jours devant lui. Au dernier recensement, on comptait une quarantaine de fabricants de ka en Guadeloupe, dont 10 ayant pignon sur rue. Claudius Barbin est de ceux-là. L'artisan expose d'ailleurs son travail au 29e Festival Groka Sainte-Anne qui se tient jusqu'à ce jeudi. Pour clore cette édition, un point sur la météo pour aujourd'hui. Malgré quelques nuages, le ciel devrait rester dégagé dans l'ensemble sur l'archipel. Le soleil sera généralement présent, particulièrement sur Marie-Galante, le Moule et Pointe-à-Pitre cet après-midi. La qualité de l'air est bonne aujourd'hui avec un indice Atmo annoncé de 3 par Guader. Dans un instant, d'autres infos dans le journal national et international. Je vous souhaite bon appétit si vous passez à table. On se retrouve ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.